Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. L'opération de collecte des données auprès des ménages est en cours. Il s'agit du 7e recensement général de la population et de l'habitat qui s'effectue sous la supervision du Haut Commissariat au Plan. Ce recensement devrait permettre d'affiner les politiques publiques, d'orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Recensement au Maroc, un outil capital pour établir les politiques publiques, un outil au service du développement économique. Comment peut-il soutenir le développement d'un écosystème entrepreneurial en phase avec les objectifs stratégiques, économiques et sociaux du Royaume? Réponse avec M. Touhami Abdelkhaliq. Vous êtes professeur d'économie à la faculté de gouvernance, de sciences économiques et sociales de l'UM6P de Rabat. Bonjour. Bonjour à vous, c'est bien ça. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, ce recensement a démarré il y a déjà 2-3 jours. Il devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois, donc le 30 septembre. En quoi ce recensement est-il important et quel type de données sont aujourd'hui collectées ? Il est très important puisque ça permettra à toutes les autorités de mettre à jour tous les indicateurs qui concernent la population, l'État, les effectifs, mais aussi les structures de population, déjà au niveau national, par milieu de résidence, par région économique, par province, et même on peut aller au-delà. Et donc, c'est une mine d'informations très utile à différents niveaux. Et on en a besoin, puisque chaque 10 ans, on a besoin de cette information. D'abord, c'est une recommandation des Nations Unies aussi, c'est-à-dire tous les pays doivent le faire. Il y a même certains pays qui le font chaque 5 ans. Évidemment, c'est coûteux. Pour le cas du Maroc, on le fait tous les 10 ans. Et ça nous donne, c'est une boussole pour orienter toutes les politiques publiques. Et donc, c'est capital et c'est stratégique pour notre pays. Une boussole donc pour orienter les politiques publiques, vous l'avez dit, une mine d'informations à plusieurs niveaux. Comment ce recensement peut, selon vous, soutenir le déploiement du nouveau plan de développement ? Oui, le nouveau modèle de développement sous-entend justement l'existence d'une information actualisée à différents niveaux. On ne peut pas réfléchir à suivre le niveau de l'éducation de la population, l'analphabétisme. On ne peut pas suivre le niveau d'activité. On ne peut pas voir quels sont les besoins de la population en termes de santé, de l'évolution en termes d'âge, de vieillissement de la population. Les conséquences sur la protection sociale si on n'a pas une donnée actualisée fiable. Tous les indicateurs dont on a besoin pour orienter les politiques publiques existent. On espère qu'on va la collecter au niveau des questionnaires du recensement. La preuve est faite, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en place, à commencer par l'INDH il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près, a été faite sur la base de données de recensement à la base. Puisque avoir une carte de pauvreté, il faut de l'information pour l'alimenter, pour la construire. Donc l'information dont on a besoin et qui passe parfois par d'autres enquêtes qui viennent après le recensement, passe d'abord par l'existence d'un recensement fiable. Donc c'est la base à partir de laquelle on peut construire plusieurs indicateurs et donc plusieurs stratégies de développement pour notre pays. Un recensement donc nécessaire, un recensement, vous l'avez dit, actualisé avec des données qui sont aujourd'hui fiables. Que peut-on dire de ce recensement quand il est au service de l'État social ? Oui, il est au service de l'État social. Lorsqu'on définit l'État social selon les dimensions qu'il y a, on peut parler de l'éducation, on peut parler même de l'enfance, de l'éducation, de la santé, du marché du travail, du vieillissement de la population et donc de tout ce que ça implique. Pour connaître les besoins de la population, on a besoin de projection. Lorsqu'on parle du modèle de développement avec un horizon de 2035, on doit savoir qu'est-ce que la population d'ici 2035, de quoi est-ce qu'on a besoin. Pas seulement au niveau national, au niveau subrégional, au niveau des régions. On doit savoir que, par exemple, malheureusement, nous vivons des périodes de sécheresse. Il y a des mouvements de population entre les régions. Et donc, ces mouvements de population impliquent des demandes supplémentaires dans les espaces, en termes de région. Et on a besoin de connaître cette information, de la projeter de façon fiable pour planifier justement cet état social dont on a besoin. Le recensement nous donne une image, la photo aujourd'hui, mais nous permet aussi de faire les projections pour le futur.
Un recensement donc crucial pour des projections, pour la planification également. Que pouvez-vous nous dire sur le rôle de ce recensement dans l'anticipation de nos besoins futurs, justement, et ce besoin de vraiment planifier les choses? Tout à fait. Alors, on a les effectifs, évidemment, mais on a beaucoup plus les structures de population selon des déclinaisons importantes. Je parlais tout à l'heure de déclinaisons régionales. On peut parler, évidemment, des déclinaisons en termes d'âge, puisque lorsqu'on parle de besoins de la population en termes de santé, tout le monde comprend que c'est lié aussi au vieillissement de la population. Il y a certaines maladies qu'on n'avait pas, puisque l'espérance de vie pour les Marocains était faible. Plus on avance, plus l'espérance de vie des Marocains s'améliore, et c'est un très bon indicateur, on doit d'ailleurs l'actualiser, mais aussi les besoins de population âgée sont nouvelles pour nous, et on doit les connaître. La même chose, qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail ? Comment l'activité est gérée? Comment cette question de NEET, qui a fait les manchettes les derniers mois, est observée, non pas seulement dans des enquêtes emploi, mais maintenant à travers un recensement. Donc, l'information que l'on a est fondamentale pour orienter et pour voir comment ces phénomènes-là sont projetés dans le temps. Vous avez parlé du travail, effectivement, ce recensement est important pour comprendre le marché du travail, mais également l'économie nationale, la manière dont, en tout cas, l'économie est organisée. Et que peut-on dire justement de l'importance de ce recensement pour mieux orienter peut-être les investissements et également les politiques industrielles? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a la partie qui revient dans votre question, à ce qui revient à l'État. Alors, je dois faire une petite parenthèse ici pour dire que pendant la cartographie, pour préparer ce recensement, il y avait une sorte de recensement économique qui a été fait. Donc, le HCP a localisé toutes les activités à travers un recensement économique. Si on couple ça avec les activités par secteur et par région, vous voyez un peu la masse d'informations que l'on a pour orienter les politiques de l'État à travers cette cartographie qui va être faite. Deuxième aspect, celui qui est orienté pour le privé, c'est toute la planification. Par exemple, puisqu'on est dans ce contexte-là, de l'intervention du privé dans ce qui est habitat. C'est le secteur privé. Même s'il y a une politique de l'État, c'est le privé qui réalise. Et donc le privé va connaître là où il va y avoir plus de demandes en termes d'habitat. Où est-ce qu'on va avoir plus de demandes en termes d'écoles privées? Où est-ce qu'on va avoir plus de demandes en termes de cliniques, de demandes de santé en termes privés? Et donc, toute cette information qu'on va avoir va permettre aux investissements, qu'ils soient publics ou privés, de l'orienter de façon pour qu'il soit optimal, proche de la population. Et donc, oui, on a besoin de ce recensement. Lorsqu'on va le décliner, comme je disais, selon les besoins, ça nous permettra d'orienter les investissements et publics et privés. Donc, orienter les politiques de l'État, orienter également l'investissement public-privé, comme vous venez très bien de l'expliquer. Comment les entreprises peuvent utiliser ces données? Ont-ils accès à toutes les données ou à une partie des données qui sont en tout cas territoriales? Et comment peuvent-elles les exploiter pour investir davantage ou pour prendre des décisions? Oui, alors, plusieurs niveaux. D'abord, l'information en elle-même, l'information individualisée, ne sera pas disponible pour les entreprises et c'est normal, puisqu'il y a le secret qui frappe l'information et c'est normal, le HCP ne peut pas donner les informations individuelles des ménages. Cependant, l'information agrégée, traitée, selon des tabulations particulières, peuvent être mises à la disposition des entreprises, des secteurs d'activité pour les orienter. Lorsqu'on a par exemple quel est l'éloignement des services de l'école par rapport au ménage, c'est une information dont on a besoin pour le milieu rural. Et ça va orienter une cartographie de la mise en place des écoles. La même chose, l'éloignement par rapport à un dispensaire, à un centre de santé est nécessaire pour orienter la politique de santé. La même chose pour les besoins de différentes natures que les entreprises peuvent exploiter. Les entreprises peuvent demander et peuvent les exploiter. Évidemment, comme je disais, ce n'est pas un accès ouvert aux entreprises, mais c'est un accès indirect à cette information nécessaire pour planifier leurs investissements. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui vont suivre le recensement. Le recensement, c'est la base de sondage pour effectuer d'autres enquêtes qui, elles, peuvent être spécifiques et mieux orientées. Je donne un exemple pour les entreprises. On ne peut pas faire, par exemple, un secteur d'assurance si on n'a pas une bonne table de mortalité.
Et pour construire une table de mortalité, on a besoin de toute l'information que le recensement va pouvoir nous donner pour actualiser justement toutes les projections et toutes les études actuarielles en retraite, en assurance maladie, etc. Donc vous voyez que c'est une information capitale dont on a besoin, c'est clair. Donc ce recensement actuellement en cours, c'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a des étapes. C'est une étape. Quelles sont les prochaines étapes? Dans les opérations statistiques, c'est l'opération de base, elle est fondamentale. Sur la base de ça, le recensement nous donne ce qu'on appelle une base de sondage à travers, malheureusement ce sont des choses techniques, à travers ce qu'on appelle un échantillomètre. Toutes les enquêtes qui vont venir par plus tard, que ce soit auprès des entreprises et surtout auprès des ménages, se basent sur l'information que le recensement va nous donner. Et donc, on voit bien que c'est le bout de la chaîne, au début de la chaîne, qui doit être fiable pour que les autres opérations soient fiables. Et quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est, selon le besoin, le HCP va organiser d'autres enquêtes, qu'elles soient démographiques, spécifiques sur la migration, spécifiques sur la santé. D'ailleurs, ça peut être le HCP ou d'autres départements ministériels pour alimenter, pour clarifier plus de choses. Le HCP, par exemple, lorsque le ministère de la Santé demande une enquête pour aller regarder la morbidité, type de maladie, etc., il passe par l'échantillomètre du HCP qui, lui, est construit sur la base du recensement. Donc, on voit que c'est fondamental encore une fois. Un recensement donc pour mieux connaître les besoins et pour s'y adapter de manière optimale en tout cas et efficiente. Et comment ce recensement permet-il également au niveau économique de mesurer les inégalités? Alors il faut être clair, lorsqu'on parle d'inégalité, il ne faut pas que les gens comprennent qu'il y a une inégalité en termes de variables monétaires, puisque le recensement ne va pas observer les variables monétaires, c'est-à-dire il n'y a pas le revenu, il n'y a pas la dépense. Ce que l'on observe, c'est les inégalités à l'accès à certains biens de confort dans les ménages. Oui, le recensement pose, dans le questionnaire du recensement, il y a des questions qui sont relatives à l'électrification, à l'eau potable, au type du sol, etc. On peut caractériser l'inégalité par d'autres variables qui ne sont pas directes. Donc, dans le recensement, il n'y a pas l'inégalité monétaire, mais l'inégalité d'accès à des services. Et en 30 secondes, rapidement, pour conclure justement, et pour rester sur ce point, ce qu'il permet d'évaluer l'impact des politiques qui sont mises en place pour réduire justement, pas ces inégalités, on va dire, mais ce manque d'accès pour une certaine tranche de la population. C'est une situation de référence pour ce qui va venir par la suite, et c'est aussi une situation pour comparer ce qui s'est passé avant. Si on prend le recensement de 2014, et les résultats du recensement de 2024, on peut voir qu'est-ce qui a été réalisé et donc on peut évaluer un ensemble de politiques publiques. Et puis, dans le prochain recensement, on va comparer entre la situation en 2024 et la situation en 2034 et on va évaluer toutes les politiques qui seront mises en place pendant les 10 ans à venir. Merci à vous, Monsieur Touhami Abdelkhalq. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la faculté de gouvernance de sciences économiques et sociales de l'UM6P de Rabat. Merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet à traiter. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.